Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai passé toute mon enfance dans ce petit village, dans les Cévennes, hein, dans le nord de l'Hérault. Et comme il n'y avait rien à faire, il y avait des collines tout autour d'où je vivais. Et la question que je me disais, c'est mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces collines? Et je me dis, ça, c'est quelque chose qui a attisé ma curiosité par la suite. Et l'envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière quelque chose. Et ça, c'est un truc qui a aussi stimulé mon imaginaire. Bonjour, je m'appelle Denis Christol et je vais vous raconter mon histoire. Comment on devient moi? C'est une drôle de question, ça. Bah, en faisant le même chemin, peut-être, ou en choisissant son chemin. Il y en avait un qui disait ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, ils sont déjà pris, donc soyez vous-même. Donc il n'y a pas d'autre solution que de devenir soi. Alors, Denis, à 15 ans, il était parisien déjà, il était au collège. Il était fan de jeux de rôle, d'histoire, de récits, d'imagination. Probablement un peu timide. Euh, et très conscient de l'importance de chaque minute de sa vie. Un truc incroyable. Et je ne sais pas si c'est à 15 ans ou un peu avant, mais j'ai fait une ligne de partage dans ma vie. Je me suis dit, avant 18 ans, tu vas lire tout ce que tu peux de romans, d'odyssées, de contes, de légendes. Et après 18 ans, tu vas t'attaquer à la sociologie, à l'économie, à l'histoire, à la psychologie, à toute la littérature grise. Et je me suis tenu à ce plan de lecture, curieusement. Moi, j'ai une culture méridionale quant au rapport à la mort. Et je me souviens très bien que, étant jeune, ma grand-mère ne loupait aucun enterrement. Elle se vêtissait de noir, les pièces étaient en noir, il y avait quelques bougies, et on pleurait beaucoup. Et ça m'a beaucoup profondément marqué d'être amené à 4, 5, 6 ans à des enterrements, à aller voir des morts, à devoir les embrasser, parce que c'est la tradition hein, de les embrasser, de les toucher. Et j'ai très vite compris dans ma vie que chaque minute de sa vie est un moment incroyable. Et donc il faut en goûter chaque seconde. Moi je suis une famille qui est arrivée à Paris un peu par hasard. Hein. Mon père était ouvrier viticole dans le sud, mais comme tu ne vis pas de la viticulture dans le sud, il s'est embauché à Paris comme fonctionnaire. Il était ouvrier à la SNCF. Et donc lui la lecture c'était pas son truc. Par contre, il s'est marié avec une femme qui venait aussi du sud, elle de l'Aveyron, et dont la mère était libraire. Et elle, son credo, c'était que dès qu'il fallait lire, vas-y à fond. Dès que tu rentres dans une librairie, tu sors pas sans un livre. Donc moi, j'ai été amené à lire très jeune, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'y passais un temps fou. J'ai dû lire 6 ou 7 fois Le Seigneur des Anneaux. Et ça a nourri mon imaginaire de façon assez importante, avec cette vision de description d'univers, de voyage, de pays, de peuples, de mœurs. Et je jouais beaucoup, et ce que j'aimais, par-dessus tout, c'était faire jouer les autres. Je crois qu'il y a de la légèreté dans le jeu, il y a un côté un petit peu de jouer avec les règles, de jouer avec les sons, avec les couleurs, avec les idées, donc ouais, il y a quelque chose de malléable, de fluide. Ça me plaisait bien. Puis quand je partais en vacances, j'avais aussi un contact avec le vivant, avec la nature qui était incroyable. J'étais capable de rester une demi-heure, une heure, assis n'importe où dans la forêt à écouter et ressentir. Une espèce de sensualité à écouter le monde, à écouter les oiseaux, à ressentir la chaleur, à mettre ma main sur une pierre et à voir ce que ça fait. Enfin, ouais, j'ai souvenir de sens qui s'éveillent. Je préfère le labeur au travail. J'ai tout le temps été laborieux, j'ai pas été brillant dans mes études, j'ai tout le temps été laborieux, devoir en permanence combler mes lacunes, parce que j'avais pas beaucoup d'aide familiale, hein, mais mes parents ils pouvaient pas m'aider. Hein. Et puis je savais pas m'orienter, moi j'y connaissais rien à l'université. Et j'avais un ami qui lui semblait bien s'y connaître,
Donc je l'ai suivi et je me suis inscrit avec lui en gestion. Donc passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à apprendre, et puis après, tout relâcher à jouer à des jeux de rôle ou à faire d'autres choses. Moi j'ai été marqué par le milieu universitaire parce que je me sentais pas à ma place. Et mes petits camarades me faisaient remarquer, et je me souviens d'un d'entre eux, ça m'a blessé à vie, enfin tu vois, j'en parle, ça, il y a plus de 30 ans. Il me sort une statistique avec une brochure de l'université qui disait 7% des enfants d'ouvriers arrivent à aller jusqu'au bout des études. En même temps, j'étais fier d'être le premier de la famille à aller faire des études, et puis en même temps, j'avais honte parce que je réussissais pas. Je me dis, mais c'est pas normal qu'en bossant autant, j'ai pas de résultat. Je suis pas fait pour ça. Donc et en même temps, comme j'avais fait le job que faisait mon père, c'est-à-dire travailler les 3-8, et que je me suis trouvé la nuit à décharger des cartons de train, que c'était dur et fatigant, je me dis, mais jamais je ferais ça de ma vie, quoi. Je peux pas, j'ai pas envie. Alors je sais pas ce qui s'est débloqué, mais après le redoublement, ça s'est mieux passé. J'ai réussi à m'accrocher et à réussir. Il y a quelque chose de l'ordre de la quête de l'autodidacte qui passe son temps à lire, à étudier, à rattraper, à se positionner. Et le savoir est peut-être une piste que j'ai suivie. Voilà. Et donc j'ai fait un DUG de gestion, puis un master de sciences de gestion. Et à la fin, ce qui me semblait le plus intéressant, c'était les ressources humaines. Donc j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DESS, en organisation et ressources humaines. Un des tout premiers en France. Il y en avait 3 à l'époque. Le CIEFOP, Dauphine et la Sorbonne. Moi j'ai fait la Sorbonne. J'ai suivi des camarades qui me disaient on va aller on va aller passer des examens pour pouvoir faire l'école d'officier de réserve. Alors je les suis, et puis paradoxalement, eux ils ratent et moi je réussis. Donc je me dis bon, je vais faire le truc. Ma fonction que j'ai exercée pendant mon service militaire, c'était officier de reclassement. Donc je devais reclasser des militaires du RPIMA après leur activité professionnelle, après leurs engagements. Donc les aider à faire leur CV, à parler de leur expérience professionnelle. Et mon premier job, je vais le chercher en uniforme. Je m'habille en uniforme. Parce que j'avais fait une recherche de stage pendant mes années universitaires. J'avais envoyé à peu près 100 courriers, 100 CV et lettres de motivation, et j'avais eu 0 réponse. Et ça fait la différence par rapport à d'autres candidats. J'ai trouvé assez facilement. Et on m'a tout de suite nommé responsable d'une équipe de reclassement pour faire de la GPEC. Et on m'a tout de suite nommé responsable. Moi, j'y connaissais ni en responsable, ni en management. Mon premier job, je suis manager. Et c'était une usine tenue par les syndicats du livre qu'il fallait aider. Hein. Elle était en liquidation judiciaire. Et tout de suite, les délégués syndicaux ont repéré que j'étais un imposteur. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que j'étais un honnête imposteur, c'est-à-dire que j'y mettais tout mon cœur. Et comme on était dans une liquidation judiciaire, on avait amené nos ordinateurs personnels. Parce que le patron d'alors, il était très pauvre, il avait un contrat, mais il n'avait pas de matériel. Donc on travaillait avec des bouts de ficelle. Et un jour, dans l'usine, tout est volé. Les portes, les tables, les chaises, le stock, tout est volé. Sauf nos ordinateurs portables. Alors ça, c'était incroyable. Et là, je me suis dit, bon, on est respecté par les gens. Ils ont vu qu'on travaillait pour eux. Et donc, c'était une vraie source de satisfaction professionnelle. Et ça m'a porté. Puis après, cette cellule de reclassement, j'ai continué à faire de la gestion des compétences dans une usine sidérurgique. Donc ça, c'était une mission nouvelle qualification qui, dans les années 90, visait à prendre des jeunes, à les mettre dans l'entreprise et à regarder ce dont ils étaient capables. Et en fonction de ce dont ils étaient capables, de bâtir leur formation. Donc ça, c'était quelque chose qui nécessitait un peu de créativité. Ce qu'a vu le patron de l'usine de l'époque, c'est que je prenais pas si mal que ça avec les tuteurs. Donc il m'a confié la formation des agents de maîtrise. Puis il s'est dit, mais il s'en tire bien avec les agents de maîtrise. Et donc il m'a aussi confié la formation des cadres. Donc c'était étonnant parce que
c'était vraiment la transformation à l'inverse de ce que tu vois dans les manuels, où tu commences par le haut, le chef, puis après tu formes le COPDIR. Là, c'était l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué, c'est de partir de la base, du terrain, de pas forcément tout le temps de partir des dirigeants. J'avais un grand plan de carrière, c'était d'être DRH. Je voulais être DRH. Et puis, après ce premier job que j'ai exercé, là, j'ai vu que DRH, c'était pas que facile, que c'était aussi très difficile, qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté dans ce métier, et j'ai plutôt apprécié la dimension formation. Donc j'ai plutôt cherché à orienter et me spécialiser dans la formation. Ce que j'ai fait lorsque l'entreprise dans laquelle j'accompagnais des jeunes dans la sidérurgie, à préparer un CAP, s'est cassé la figure. Cette entreprise a malheureusement fait un dépôt de bilan. Et mon patron de l'époque m'a dit, écoute, il y a un client, je te le laisse. Et du coup, j'ai fait le tour de pas mal d'organismes de formation, et j'ai trouvé une entreprise qui m'a recruté avec mon client, qui était le CESI, une école d'ingénieurs. Il m'a dit, bon, normalement, on ne forme pas des ouvriers, mais on forme des ingénieurs, mais c'est dans la métallurgie, on est très branché métallurgie, donc on te prend. Et ils m'ont dit, si dans 6 mois, tu as trouvé des clients, on t'embauche. Donc j'avais 6 mois, mon salaire était payé par cette action, et j'avais 6 mois pour trouver des clients. Donc là, je me suis mis à fond dans le commercial, et j'ai trouvé des clients. Et du coup, ils m'ont dit, on t'embauche. Je voyais, à travers ces formations que je menais pour des agents de maîtrise, des cadres, qu'ils apprenaient, mais pas vraiment dans les cours, quoi. Ils apprenaient un peu, mais tout ce qu'ils savaient, ils le savaient de l'extérieur. Je m'en étais rendu compte parce que je pilotais des formations dans lesquelles je demandais aux personnes de rédiger des mémoires. Et dans les mémoires professionnelles, il y avait toujours un chapitre ou quelques pages qui racontaient les motivations individuelles et personnelles. C'est là où il se passait quelque chose d'humain. Et je me suis dit, il faut que je me forme. Donc, je m'étais formé au coaching, ça m'avait déjà aidé à les accompagner, mais ça ne m'avait pas suffi, c'est pour ça que j'avais enclenché un doctorat. Quand tu as un outillage, je dirais, intellectuel, ça te défend, ça t'aide à expliciter des choix, y compris des situations ou des propositions pédagogiques qui peuvent être parfois surprenantes. Dans les bouquins, j'ai écrit 25 bouquins, j'ai recensé 400 méthodes pédagogiques. Donc à un moment donné, tu en apprends un petit peu, quoi. Je ne les maîtrise pas toutes par cœur, mais j'en ai testé beaucoup. Donc tu as la capacité à la fois d'aller puiser quelle est la méthode qui te semble la plus pertinente, et puis en même temps de la justifier pédagogiquement, intellectuellement, philosophiquement, voire politiquement si nécessaire. J'avais une espèce de croyance qu'on apprend toujours avec les autres. On apprend seul mais jamais sans les autres. Si tu l'as vécu, si les ouvriers le vivent ensemble, pourquoi on ne le vivrait pas dans un hôpital, dans une école, dans une équipe de cadres? Parce que c'est pour moi des belles valeurs. Et ces valeurs, elles sont aussi accompagnées, c'est ce dont je me suis aperçu, notamment au CESI, à travers des méthodes pédagogiques. Il y a une dimension qui est probablement de la tradition ouvrière, voir que la formation professionnelle en France, ça vient on pourrait remonter très loin, mais si on remonte après-guerre, c'est le congé syndical ouvrier, puis les lois de l'or, puis une façon de penser l'émancipation de l'individu, puis l'idée d'être acteur de sa formation, auteur de son parcours tout au long de sa vie. Donc toutes ces idées-là, elles viennent d'un idéal, et elles sont portées par des pratiques pédagogiques. Donc même sans faire preuve d'idéologie, la façon de faire de la pédagogie renvoie à une façon de voir le monde. Je crois qu'il y a, à travers la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait ça. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Je crois que la pédagogie, c'est ça. Ça renvoie dans les manières de faire un ensemble de valeurs particulières. Alors moi, je me vis toujours comme formateur. C'est-à-dire que même si j'ai exercé des fonctions de direction, tout au long de ma carrière, j'ai tout le temps animé des formations. Tout le temps. Parce que ça me semblait comme le basique du métier. Ne jamais me couper
de savoir-faire d'animation, rester au contact des équipes de pédagogues, alors que j'avais des équipes qui pouvaient parfois 400, 4000 formateurs, tu vois, des trucs énormes. J'aurais pu rester dans un bureau, faire du tableau Excel, compter des budgets de formation pour un tel ou un tel. Je préférais le faire moi-même. Donc la cohérence, c'est quand tu vois que ce que tu proposes, bah, ça parle aux gens. Quand ça leur parle, quand ça les stimule, quand ça leur donne envie. Je trouve que là, si ça leur parle, c'est qu'il y a une forme de cohérence qui se met en place. Moi, j'ai envie de pouvoir pousser le maximum le potentiel de l'organisation et de prendre au mot ce que disent les organisations. Parce que toutes les organisations, t'en as pas une qui veut pas être humaniste, équilibrée, juste, solidaire, etc. Toutes, elles le veulent. Donc c'est comment on les emmène à tenir leurs promesses. Donc c'est des choix individuels à un moment donné, c'est des prises de risques parfois, c'est un état d'esprit d'explorer et d'aller voir derrière la colline. Je suis là, je sais ce que je fais, et je le fais parce que je pense que c'est le bien de l'organisation dans laquelle je suis. Heidegger parle du Dasein, être là. Tu te poses, tu es là, tu sais ce que tu as à faire. Donc, ce que tu as à faire, c'est porté par des valeurs. Je les ai exprimées, des valeurs de solidarité, des valeurs collectives, des valeurs de respect de l'institution et des personnes. Mon éthique de formateur, c'est d'emmener les autres le plus loin possible où ils peuvent aller. Voilà. Donc s'ils peuvent faire 1 centimètre, ils font 1 centimètre, c'est bien. S'ils peuvent aller encore plus loin, dans l'espèce d'utopie que je poursuis, qui est d'améliorer la qualité des relations humaines, qui est d'améliorer la force des collectifs dans les choix qui les concernent eux-mêmes, qui est dans l'idée d'habiliter, de reconnaître, de valoriser, de respecter les personnes. Voilà, ben si on fait progresser les individus dans ce sens-là, tout va bien. Il y a une forme dans l'innovation, je dirais, une forme d'utopie, de U privatif, topoi, lieu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas de lieu. L'innovation ne peut pas se satisfaire d'un lieu. Donc tu es tout le temps en train de te déporter ailleurs. Donc ce ailleurs, c'est une espèce de société idéale dans laquelle on aimerait aller, mais vers laquelle on ne tend pas, malheureusement. Donc la seule force, la seule énergie possible, c'est de se dire c'est inaccessible, je n'y arriverai jamais, et comme c'est impossible, eh ben, je vais quand même essayer de le faire. Donc ça veut dire aller explorer un peu en marge, un peu en avance, un peu de côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Donc c'est en cela où il y a de l'idéologie et de l'envie de convaincre, y compris des acteurs qui n'ont pas du tout envie de ça. Mais en fait, avec le recul, c'est normal. Ça vient heurter de front l'idée d'une gouvernance qui, d'en haut, dicterait aux autres ce qu'il y a à faire. Moi, je m'efforce le plus possible, à chaque fois que possible, de partir, de m'effacer, de laisser la place, de faire grandir les autres, le plus possible, autant que je peux. Alors j'ai toujours ma zone de reconnaissance, quelque part, qui est d'écrire des bouquins sur ce que j'ai fait, donc ça me maintient un bel ego, donc tout va bien. Mais pour l'action, pour moi, ça passe par les autres. C'est les collectifs, les équipes, c'est les gens qui s'engagent. Dans la suite de ma carrière, on est venu me chercher. C'est-à-dire que j'étais au CESI, c'est la chambre de commerce qui m'a dit « Tiens, on recrute quelqu'un, est-ce que tu veux venir ?» Et puis pareil, j'étais à la chambre de commerce, on est venu me chercher au CNFPT, on m'a dit « Tiens, il y a un poste à prendre, est-ce que tu veux venir ?» Et quand j'étais ensuite au CNFPT, on est venu me chercher, la PM est venue me chercher. Donc je me suis laissé quelque part séduire au fur et à mesure de ma carrière. Je pense que ça se joue comme ça, c'est-à-dire à la fois une part de chance, une part de travail, une part de succès sur certains moments, et puis une part d'envie, il faut avoir envie. Je n'ai pas passé que des bons moments, des fois il te faut, dans des grandes organisations, il te faut faire avec les contradictions que tu rencontres. Dès que tu apportes quelque chose de neuf dans un système, tu renvoies plusieurs messages. Tu renvoies « avant c'était moins bien, et avec moi ça va être mieux ». Donc c'est quand même une posture haute. Donc forcément, tu ne te fais pas que des amis. Donc une façon que j'ai eu de gérer ça, il y a d'une part une sémantique, c'est d'éviter le mot innovation, et de parler de diversification, de tests, d'expérimentation.
Une deuxième façon de faire, c'est de faire 4, 5, 6 innovations en même temps. Entre guillemets. Pourquoi ? Parce que si tu en as une qui réussit, bah, c'est pas grave si les 4 autres, elles marchent pas. Et souvent, ça marche pas, l'innovation. Moi, j'ai souvent dit dans des projets d'innovation, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes. Hein. Vous allez en baver, et on va passer un temps fou. Si vous voulez être tranquille, ne venez pas. Donc c'est de partir aussi avec des volontaires, des explorateurs. Et donc, un travail conséquent pour moi d'innovation, en particulier dans l'innovation sociale ou pédagogique, c'est de cultiver un réseau d'alliances suffisamment fort pour que tu puisses avoir des soutiens dans des instances ou dans des réunions où tu n'es pas, où il va se dire des choses, où il va se décider des choses, et que tu aies des personnes qui soient en support de tes idées. C'est d'avoir aussi des alliés parmi tes opposants, et comme le reste du système sait que ceux-là sont des opposants à tes idées, si ils sont un petit peu d'accord avec toi, ça veut dire que c'est peut-être pas si mal. Par contre, ça nécessite d'avoir double travail. C'est-à-dire qu'il y a une part du travail qui consiste à entretenir des relations, savoir avec qui tu vas avancer. Puis après, il faut que tu parles la langue du tableau Excel, du livrable. C'est une démonstration pratique. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de vision idéologique, ils auront peut-être un regard pratico-pratique. Et ils voient ce que ça a comme effet. Et donc là, il est extrêmement important d'évaluer, de restituer, d'apporter des preuves. Donc j'ai passé un paquet de ma vie à aller chercher des preuves, souvent de l'extérieur, des clients, des fournisseurs, d'autres acteurs, qui vont dire, bah regardez, ça marche super. Et quand les gens voient qu'il y a de l'efficacité, ils se disent, bah ça c'est quand même pas mal. Donc c'est eux qui font un petit déplacement aussi. Et c'est de faire en sorte, et ça c'est un moment fort, c'est qu'à chaque fois que tu rencontres des personnes, ils apprennent quelque chose. C'est un moteur incroyable. Dès que tu es en train d'apprendre quelque chose, tu dis à chaque fois que je rencontre cette personne, j'apprends quelque chose. Donc ça c'est un moteur que j'ai trouvé d'une puissance incroyable, c'est l'idée d'être en apprentissage continu. Ce que j'appelle aussi la pédagogie. Tu es obligé d'aller vers de l'horizontalité, et ça renvoie à une des valeurs que j'avais découvertes plus jeune, qui était la valeur de la solidarité collective, c'est-à-dire que si ton objet est correct et juste, tu vas trouver de l'aide. Et ce que j'ai observé, c'est que si tu es aligné, si tu as un projet, ton projet est bon, bah tu vas avoir des gens qui vont t'aider. Par exemple, un jour, on a monté un hackathon. J'avais fait un voyage au Canada. J'avais rencontré des leaders éducatifs, j'avais visité des labs, j'avais vraiment fait un voyage fantastique et j'avais envie de le partager. Et je m'installe dans un café près de chez moi. Et je dis à tous les gens, tous les samedis après-midi, je serai dans ce café pour partager mon expérience. Et là, j'ai la surprise, je suis resté 2 mois dans ce café, de voir une 50aine de personnes qui sont venues me rencontrer. Et c'était vraiment des belles rencontres. Et avec d'eux, on dit, mais si on faisait un dispositif d'apprentissage pour tous ceux qui ont envie. Et on se dit, bah d'accord, alors on va créer un site internet. Et puis après on a dit, mais on fait un cours gratuit, il nous faut des formateurs. Qui a envie d'être formateur ? Et le système, en fait, il s'est construit simplement par appel. Et il a réuni près de 800 personnes et 22 cellules qui se sont constituées comme ça à distance un peu partout en francophonie. Et l'association organise maintenant tous les ans un festival de l'apprendre et donc favorise toute initiative d'apprentissage un peu partout en France. Ça, c'est pas mon histoire personnelle, c'est l'histoire d'un collectif. Hein. J'étais pas leader du truc, j'étais un parmi les autres. Mais après, le collectif, il s'est pris en main, il a dit ça a de la valeur et on va le développer. On expérimentait collectivement un espace d'apprentissage socio-dirigé. Je l'appellerais comme ça. C'est-à-dire qu'on vivait de l'auto-formation collective où les uns et les autres avaient une forme de leadership sur ce qui était en train d'apparaître. Et on le co-construisait les uns avec les autres. Et cette offre-là qu'on imaginait, qu'on co-construisait ensemble, eh bien c'était juste parce que ça réhabilitait chaque personne dans son pouvoir d'apprendre et de s'approprier la situation qu'il vivait. Ça, c'était gratifiant de voir comment le pouvoir d'agir collectif
prendre de la place, de l'importance, et comment des individus peuvent pleinement s'épanouir en ayant vraiment leur place dans le système, en étant reconnus, et en vivant... alors, moi, j'ai théorisé ça comme une expérience irréversible de coopération créative, qu'on peut désigner comme du flow. Ce que dirait le psychologue hongrois Mihaly Miyazi, c'est du flow. C'est-à-dire, tu as vécu un truc tellement fort, sur une durée suffisamment importante, pour que ça génère un sentiment d'efficacité individuelle et collectif, une envie de faire avec les autres, une envie de transformer le monde, et d'en découdre, et d'avoir vraiment une motivation. Tu peux pas revenir en arrière après ça. J'étais très correctement payé, j'avais une équipe formidable, des gens gentils. Pourquoi partir ? C'est peut-être justement parce que le nid est confortable que je peux me dire, mais si je volais de mes propres ailes. Donc je me mets en inconfort, je perds beaucoup de mon salaire, mais je goûte quelque chose de différent qui est la liberté. Et donc c'est grisant, la liberté. Tu te dis, ça serait une réussite comme ça serait une transformation de mes idées. Tu peux pas dire, ah mais j'ai pas pu faire parce que c'est un patron qui m'empêchait, un collègue qui était passif. Non, c'est toi. Tu vois, c'est... Donc ça serait... À cet égard, ça me plairait bien de réussir quelque chose. Pas forcément faire des exploits, hein, mais juste vivre correctement de ça. D'ailleurs, j'ai inventé un néologisme dans un des bouquins que j'ai écrit, quand le vivant inspire la pédagogie, qui est le mot expérium, qui est un peu comme le cambium. Tu vois, le cambium, c'est la croissance de l'arbre, les cernes de l'arbre. Tu sais, quand un arbre est coupé, tu comptes les cernes. Et je pense qu'on a quelque chose de la même nature pour les humains, que j'appelle expérium, qui est cette espèce de force vitale qui t'occupe, qui te repousse, qui marque ton visage, qui marque ta peau, qui marque ton esprit. Alors on ne peut pas te couper en deux pour compter les cernes, mais je trouve que l'image est intéressante. Et ben mon expérium, il est plissé par le temps, il est soyeux à certains endroits, il est poreux à d'autres, il reste à remplir à certains aspects, il est encore en découverte, il est encore en curiosité. Pour moi, apprendre et vivre sont complètement synonymes. Et donc tant que j'apprends, je suis en vie. Mon épouse me dit, mais pourquoi t'écris encore un livre ? T'as déjà écrit, tu sais que tu sais écrire, donc c'est plus la peine. Elle a pas tort, hein. Je pourrais me reposer, parce que c'est fatigant, hein, écrire un bouquin, ça prend du temps. Donc je pourrais me reposer, arrêter, il y a quelque chose à démontrer. Peut-être que ça va s'assagir dans le temps. Probablement qu'il y a une autre colline. Et puis, il y a toujours quelque chose à aller voir plus loin, hein. Je pense que ça, c'est un leitmotiv. Qu'apprendre de nouveau, de différent, qu'aller explorer. Après, les peurs... Moi, j'ai eu la chance de n'être pessimiste. J'ai une chance incroyable, c'est que je ne peux que m'améliorer et avoir de moins en moins peur. Donc j'apprends à avoir moins peur au fur et à mesure. Et la peur principale, c'est de ne pas être prêt quand je vais mourir. Tous les jours, je me dis, je passe un petit peu en revue, hein, je me dis, j'en fais pas une obsession, hein, mais bon, parce que c'est une journée bien utilisée, il faut quand même pas déconner, quoi, on va pas faire n'importe quoi. Tu vois quand même que malgré tout, même si je suis pas technophile à point de dire la technologie va résoudre tous les problèmes, je dis, tu as une piste, une partie des problèmes qui pourront peut-être être solutionnés, pas tout, mais une partie. Je pense qu'il faut encourager là où ça va bien, le plus possible. Donc, et puis soutenir ceux qui portent l'espoir aussi. Souvent, ils le font au détriment de leur propre vie personnelle. Hein. Et certains grands leaders qui se sacrifient, presque sacrificiels. Je me dis, la seule chose que je peux faire, c'est de faire le mieux que je peux à l'endroit où je suis. Je ne crois pas à des grandes transformations majeures, fortes, harmonieuses. Je crois plutôt à des liens de proximité qui peuvent être de qualité et qui peuvent aider à modéliser et donner envie à d'autres. Donc, j'aurais plutôt une aspiration de modestie de faire le mieux possible à l'endroit où je suis. Donc déjà, aller voir mon père à la maison de retraite, m'occuper des gens du village dans lequel je suis. Quand tu vois les enfants, c'est...
Surtout les enfants de la campagne. Tu vois. Je vois la différence qu'il y a entre les mômes de la campagne et les mômes que j'ai croisés à Paris, mais ça n'a rien à voir. Tu as une fraîcheur, une légèreté, mais c'est fantastique. Tu te dis, waouh, ça, c'est l'avenir de l'humanité. On prend plus le temps de prendre le temps. On fonce. On a perdu le sens de la rencontre. Et si t'as pas de temps de rencontre, comment tu peux redonner à l'autre? T'as pas le temps. Parce que le triptyque, c'est pas que donner, recevoir, c'est donner, recevoir, rendre. Avec mes ânes, j'offre un événement. T'imagines, à un mot de 30 personnes, t'as 3 ânes qui débarquent. Et t'as des gens qui sortaient pas de leur maison, tu me croiras si tu veux ou pas, qui sortent voir les ânes. C'est juste magique. Je me promène avec les ânes dans les villages, ça fait des attroupements. Donc ça, c'est un axe où j'ai envie de travailler avec mon épouse. Je pense qu'il y a vraiment à rencontrer son voisin de palier comme le voisin d'un pays d'à côté. Donc continuer à maintenir cette qualité de rencontre le plus qu'on peut. C'est des petites choses. C'est vraiment des petites choses. J'aspire pas à dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun fait ce qu'il peut faire. On n'est pas tous égaux face à nos conditions de vie matérielles, nos croyances, notre éducation. Donc que chacun fasse ce qu'il peut. Je me dis ce que je peux offrir, ce que je permets, c'est peut-être d'encourager. En début de carrière, je me souviens quand j'apprenais à faire des CV aux gens, je leur disais non tu fais ci, non tu fais pas ça. Je me permettrai plus un truc pareil. Je me dis vas-y fonce. Qu'est-ce qu'il te faut pour réussir ça? Je prendrai les choses différemment. Donc j'aurai une vision plus en soutien, en support et en soutien des personnes. J'aurai le côté oui inconditionnellement positif. Tu veux apprendre? Apprends. Vas-y à fond. Tu veux faire ça? Fais-le. Fais-le à fond. J'aurai cette volonté d'encourager, qui est une forme d'accompagnement non directif des groupes, des organisations, des équipes. Plus facilitateur qui me caractériserait, je pense. Avec une dimension un peu particulière, parce que je fais aussi de la recherche. Je le fais pas exprès, mais les entreprises qui viennent me chercher pour du conseil stratégique en formation, tu vois, j'ai pas mis ça dans mon offre, et c'est là-dessus qu'on vient me chercher. Donc je me dis, bon, il va falloir que je réponde. Hein. D'ailleurs, pour en dire 2 mots, là je travaille à essayer de mettre en perspective toutes les recherches que j'ai pu faire pendant ces dernières années. Donc une fois que tu as passé un doctorat, tu peux faire une habilitation à diriger des recherches. Mais j'ai envie de faire l'exercice pour monter en puissance et avoir une plus grosse force, entre guillemets, épistémologique. Et mon sujet de travail, c'est toujours cette question des collectifs, puisque je travaille sur ce que j'appelle la mésologie de l'apprenance collective, ou l'étude des milieux favorables au désir d'apprendre ensemble. Et d'un point de vue plus théorique, le sujet qui me traverse, c'est comment on fait pour passer d'une morphogénèse, qui est le paradigme dominant de la formation, on va te donner une forme, à une mésogénèse, c'est-à-dire on va t'aider à composer ton milieu. Le milieu étant très différent. Le milieu, il est à la fois intérieur, comme une cellule eucaryote, et puis extérieur. Et ce qui se passe de plus intéressant dans le milieu, c'est la frontière de la cellule. Et donc, ce travail-là de mésologie m'invite à réintégrer dans une pensée pédagogique convenue une dimension biologique. Donc, mon leitmotiv aujourd'hui, ça n'est plus mettre l'acteur au centre du système. Ça, c'est un truc, c'est Crozier, ou être auteur de sa formation, c'est un petit peu plus récent. Pour moi, maintenant, c'est mettre le vivant au cœur de l'écosystème. Tu vois, c'est plus du tout pareil. Notre objet, c'est le vivant. C'est plus l'auteur de sa vie, c'est le vivant. Pour moi, c'est du même registre que on découvre l'Amérique et on voit qu'on n'est plus le centre du monde. Donc, on doit se décentrer et remettre le vivant. Et dans ce sens-là, c'est une pensée donc géographique, biologique et phénoménologique. Donc, c'est l'énaction, c'est d'apprendre en faisant, c'est la cognition incarnée, c'est l'effectuation, c'est l'autopoïèse, tout un ensemble de gros mots qui signifient aider au collectif à s'auto-saisir de lui-même pour réaliser son plus haut potentiel. Et ce faisant, amener le formateur traditionnel à devenir un facilitateur. Alors moi je dis facilitateur en intelligence sociétale, parce que l'intelligence collective c'est déjà bien traité. L'intelligence sociétale, ça me paraît à explorer, à être un petit peu plus à rechercher.
Et donc d'accompagner les professionnels qui ont envie de se dire comment je fais émerger alors pas la société, mais une petite société à l'endroit où je suis, où on ait des liens électifs, des liens choisis, qu'on va nourrir, qu'on va enrichir de par sa pratique, de par ses actes au quotidien. Voilà un petit peu ce que j'aimerais offrir. Derrière ces collines, tu as à peu près 30 km de bois. Sans rien. Tu croises personne. Pas de maison, pas de gens, pas de village. Et donc on a fait la traversée avec mon neveu. Et du coup, on traverse ça avec mon neveu. Et là, j'ai croisé des grandes hêtraies, des grandes forêts de chênes, des pins, beaucoup d'arbres. Je trouvais que c'était magique. Et le bout de la randonnée, c'était un lac d'altitude, qui est aussi une station thermale. Et tu arrives, tu découvres un paysage magnifique. Donc c'est beaucoup d'émotions, tu vois, de se dire. Donc il y a beaucoup de chemin à faire, et après on voit quelque chose de sympa.